Ce sont les premières journées internationales et digitales de la supply chain, une grande première. Je suis ravi de vous retrouver avec des invités prestigieux. Je le rappelle, c'est la première fois que nous allons avoir 15 pays connectés qui vont venir s'exprimer sur la supply chain sur 4 continents. Donc rendez-vous à partir d'aujourd'hui. Nous serons présents avec vous également demain et mercredi 8 juillet avec 15 webinaires sur le thème de la supply chain à l'épreuve du Covid-19 et surtout cette question, comment demain les choses vont-elles s'organiser? Alors nous avons, je le disais, des invités prestigieux, Anne-Marie Idrac qui sera demain avec nous, présidente de France Logistique, Joël Deronay qui est écrivain, prospectiviste et puis des keynotes tout au long de ces webinaires. Nous allons dans un instant passer la parole à Gilles Rémy, bien connu, un spécialiste de l'Asie, du bloc communiste, l'ancien bloc communiste, les pays de l'Est. Il en parlera avec la fameuse route de la soie dont tout le monde souhaite des détails. Avant toute chose, je rappelle que le prix de la Startup 2020 est en cours. L'Agora des directeurs supply chain et Sprint Projet vous donne rendez-vous tout à l'heure à 17h45, je le précise bien, pour l'ouverture des votes. Et on vous présentera les 4 startups du concours. Donc vous allez avoir, vous le voyez, le lien Internet qui vous permet de vous exprimer sur le prix de la Startup 2020. Et puis bien entendu, dans à peu près une demi-heure, les questions concernant les routes de la soie, concernant la découverte de l'Asie centrale, avec Gilles Rémy qui est avec nous. Bonjour Monsieur Rémy. Bonjour. Bonjour Monsieur le Président, puisque vous avez occupé des postes de président, et notamment CIFAL, je crois que vous êtes toujours à la tête de cette entreprise. Alors CIFAL, c'est vraiment l'entreprise qui est spécialiste de cette région Est, qu'on appelait autrefois le bloc communiste, ces pays qui sont peu connus aujourd'hui des Français, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan et bien sûr alors la Russie qui est mieux connue. En tout cas, vous avez un rôle central, vous avez accompagné beaucoup de chefs d'État à l'international, Jacques Chirac pour ne citer que lui, sur les questions donc effectivement des pays de l'Est. Vous êtes un spécialiste du pétrole, du nucléaire et là vous allez nous parler donc de cette fameuse route de la soie. Mais avant toute chose, avant d'en dire plus, j'aurais quand même aimé vous poser une question sur cette zone Est, qui est pour l'instant peu connue de nous, Européens et Français. Comment cela se fait depuis tant d'années, depuis que le bloc communiste a explosé? Je pense qu'elle n'est pas dans les radars des Français pour différentes raisons. D'une part, quand on parle de l'Asie centrale, on parle de l'Asie centrale qui est une part de l'ex-Union soviétique. L'Afghanistan, le Pakistan sont en partie géographiquement dans l'Asie centrale. Là, on est sur une notion plutôt géopolitique. Et ces 5 pays d'Asie centrale, je les recite parce qu'on ne les situe pas forcément, le Kazakhstan, la Kirghizie, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan, c'est cet ensemble. Alors, c'est donc partie de l'ex-URSS. Ils sont 5 républiques soviétiques qui sont devenues indépendantes. Et ça représente, géographiquement, c'est en gros 6 fois la France. Mais la population de toute cette région, c'est à peine plus que celle de la France. Et puis, vous avez la Caspienne, avec un pays dont on entend plus parler, c'est l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie. Et l'Azerbaïdjan étant le poids lourd de cette région du Caucase, qui n'est pas le Caucase russe. Alors pourquoi on les connaît mal aussi? C'est parce qu'on connaît la Russie, pour des raisons évidemment historiques, parce que c'est 80% de l'économie de l'ex. On a des liens tout à fait particuliers. Mais cette région, elle est de culture musulmane, elle est de langue, pour la plupart des pays, de langue turcophone. Et donc, on a du mal à les situer. Est-ce que ça se rattache à la Russie? Est-ce que ça se rattache au monde turc? Et c'est ce qui fait qu'effectivement, on a, autant dans l'opinion publique que même dans les entreprises, on a une approche qui est compliquée. Et craintive parfois aussi de se lancer dans ces pays. Oui, alors que ce sont des pays où on est peut-être, en tout cas dans les capitales, c'est sûr, plus en sécurité que dans beaucoup de capitales occidentales. Ouais. Alors, justement, il y a un potentiel considérable dans ces pays. On parle bien sûr de l'uranium au Kazakhstan. D'ailleurs, c'est un fournisseur important pour la France. Mais il y a plein d'autres opportunités qui, pour l'instant, sont peu connues. Alors, est-ce que vous, qui avez été, qui êtes toujours d'ailleurs un conseiller au commerce extérieur, vous conseillez la France de s'intéresser à tout cela? Alors, je conseille à la France, oui, bien sûr, de s'intéresser à tout ça. Et la France, d'ailleurs, elle s'y est intéressée, même si je considère qu'on n'a pas eu, au cours de depuis leur indépendance, donc on est à 30 ans de leur indépendance, on aurait pu souhaiter un engagement plus fort des autorités. 1991, la chute du mur de Berlin. Voilà, donc ces pays sont indépendants depuis 1992. D'ailleurs, ils ont assez bien réussi leur transition, puisque il y a eu une guerre au Tadjikistan, mais qui était due à l'influence de l'Afghanistan, mais pour le reste, dans une très très grande stabilité. Et ces pays sont des pays avec
richesse humaine, en termes de formation, et puis ils ont su créer immédiatement les structures étatiques qu'il fallait. Ouais. Voilà. Et donc, vous l'avez dit, c'est des pays qui sont déjà importants pour nous, parce que si on c'est d'un point de vue stratégique, aujourd'hui, l'essentiel de notre uranium vient du Kazakhstan, qui est le premier producteur mondial et qui est notre source la plus sécurisée. La France se dégage du Niger, en termes d'uranium. On a eu un accident industriel il y a quelques années au Canada. Heureusement que nous avions l'uranium kazakh. Ouais. Alors, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que, bien sûr, il y a les journées internationales de la supply chain et que nous sommes finalement, avec cette région, un trait d'union entre l'Europe et l'Asie. Et ces fameuses routes de la soie, ces nouveaux ports qui sont en train de se créer, qui sont des opportunités fantastiques. Alors là, vous allez nous en parler parce que vous êtes souvent allé sur place, vous allez y retourner très bientôt, puisque maintenant le Covid, espérons-le, va quand même disparaître peu à peu. Donc vous pouvez reprendre votre bâton de maréchal, repartir sur place, et cette route de la soie, elle se met vraiment en place aujourd'hui? Alors, route de la soie, ce sont les routes de la soie. Hein, et il y a au moins 3 voies principales avec des bifurcations. Pour faire simple, vous avez, depuis la Chine, alors déjà, cette région d'Asie centrale dont on parlait est stratégiquement importante en termes de logistique et de transport, puisque le président chinois, en 2013, c'est au Kazakhstan qu'il a annoncé ce grand programme qui, maintenant, aujourd'hui, c'est 130 pays et c'est 40% du PIB mondial qui est concerné par cet enjeu. Mais les routes de la soie, elles ont différents itinéraires. C'est par l'Asie centrale, mais pas seulement par l'Asie centrale. Aujourd'hui, vous avez une route de la soie dont on pourra reparler, qui est enfin route de la soie qui passe par le nord de la Russie et qui donc achemine de la marchandise de Shanghai en Europe par cette voie qui, pour l'instant, est ouverte par des brise-glaces. D'accord, c'est la voie maritime. Ça, c'est la voie maritime nord, qui est une nouvelle voie maritime qui va se développer. C'est 15 jours au lieu de 45 jours par l'Égypte. Vous avez ensuite une voie ferroviaire qui part et qui met une marchandise du centre de la Chine en Allemagne en 15 jours, en chemin de fer. 2 frontières seulement à passer, celle du Kazakhstan et celle de l'Union européenne. Et puis vous avez plusieurs routes de la soie, routes de transport qui passent par les pays d'Asie centrale. Et sur ces pays d'Asie centrale, pour l'instant, il y a des infrastructures qui ont été construites, mais pas forcément sur investissement chinois. Le Turkménistan a mis 3 milliards dans un port, mais par volontarisme pour être sûr de ne pas être écarté des futurs itinéraires. L'Azerbaïdjan, de l'autre côté de la Caspienne, a aussi énormément investi là-dedans. Donc effectivement, pour ces échanges, on va avoir affaire, il y aura une vraie liberté de choix et de concurrence entre ces différentes voies. Et complémentarité. Oui, c'est ça. Mais qui sera maître de ces routes? Est-ce que c'est uniquement la Chine, comme on le dit, qui essaye un petit peu de prendre des options? Celui qui sera maître, ça sera le client. Ça sera le client en fonction de ses besoins, des coûts, etc. Et je pense qu'il y aura une forme de concurrence qui va se mettre en place entre ces différentes voies. Alors justement, pour tout ce qui est le domaine de la logistique, de la supply chain, cela veut dire qu'il faut commencer à placer ses pions. On parle de ce port incroyable qui se trouve donc dans le nord de la Russie, en Sibérie, c'est ça, si je ne me trompe? Aujourd'hui, la Russie, on pourra y revenir sur les questions de supply chain, de logistique en Russie. La Russie a un problème d'infrastructure portuaire. Il y a un plan de développement de nouveaux ports. Les ports actuellement sont saturés. Et là, il y a de vraies opportunités, y compris pour nos savoir-faire français. J'ai écouté vos émissions précédentes, en termes de gestion, d'investissement. Et notamment, vous parlez d'un port du Nord. Oui, c'est un projet que je suis d'ailleurs personnellement. Vous avez Mourmansk, qui est donc une ville, un grand port en face de la Norvège. Mourmansk est aujourd'hui saturé, est un port qui est à la fois civil et militaire, donc priorité militaire, et donc ce qui pose un vrai problème en termes de disponibilité à certains moments. Et donc il y a un projet qui est un projet privé, mais soutenu par les autorités fédérales, qui a 100 km de Mourmansk, et de créer un port qui sera sur ces nouvelles routes maritimes et qui est à 40 km de la Norvège, et qui permettent à la fois de délivrer de la marchandise en Russie, mais également de récupérer de la marchandise pour aller à l'ouest ou à l'est. Et ça fait partie des nouveaux projets qu'il faut avoir
qu'il faut intégrer dans une approche de logistique internationale, effectivement. Sur de l'importation, de l'exportation. Importation, exportation, sachant qu'aujourd'hui, on vit a fortiori, dans une période post-Covid, la pure exportation va régresser. Il faudra trouver d'autres formes de coopération. Tout le monde veut de la relocalisation, et ça vaut pour nous, mais ça vaut aussi pour les Russes. Hein. Et la Russie peut devenir aussi à son tour producteur, donc peut-être qu'un jour on aura plus de relations commerciales avec ce pays. Ben, j'espère. En tout cas, la Russie est contrairement à l'image qu'on en a trop souvent, c'est un pays qui se développe dans un certain nombre de secteurs des hautes technologies, qui a dans certains domaines même une certaine avance dans le digital. Et puis où l'économie va plus vite. Les processus. Le paradoxe, c'est qu'un pays qui peut être parfois très bureaucratique, plus que nous, peut l'être parfois moins. Et puisqu'on on parle de logistique, un entrepôt, la décision entre le moment où l'investisseur le veut et où il entre en service peut prendre quelques mois, alors qu'il faut plusieurs années en France. Il y a peut-être moins de problèmes de normes aussi. Il y a des normes, alors qui sont les normes russes, mais il y a aussi une administration qui peut se mobiliser. Et puis il y a peut-être moins aussi de normes qui s'empilent et qui, au cours de décennies, et qui font que ça rend tout projet très compliqué en France. Oui. Et justement, peut-être qu'à l'heure où on essaye aujourd'hui de mieux contrôler les importations de Chine, puisqu'on sait bien que la balance commerciale est quand même très déséquilibrée, est-ce qu'on aurait intérêt peut-être à renforcer nos relations commerciales avec ces pays de l'Est, 30 ans après l'explosion du bloc communiste? Est-ce qu'on est suffisamment brillant et puissant aujourd'hui? Alors, oui, enfin, on a une image, c'est l'image de la France, le drapeau français, c'est un atout commercial. Quand ces pays sont devenus indépendants, je pense à l'Asie centrale et au Caucase, à l'Azerbaïdjan, on est venu, enfin, j'ai été un peu un pionnier sur cette zone et j'ai fait venir et accompagner beaucoup d'entreprises françaises. On jouait à fond la carte française quand une partie du MEDEF, pas une partie, le MEDEF, considérait que ces pays n'appartenaient pas à notre culture et qu'il fallait y aller via Istanbul. Bon, le MEDEF, une fois de plus, s'est planté. Et en fait, c'était bien la carte française qu'il fallait, et ce qui a permis aujourd'hui à de très grandes entreprises d'être déjà présentes. Vous avez, on parlait d'Orano. Et on a Total qui est sur un des plus grands champs pétroliers mondiaux au monde, qui est à Kashagan, au Kazakhstan. Bouygues a fait un carton sur un pays très mal connu qui s'appelle le Turkménistan. Vinci est également présent et va se développer sur la zone. Il y a des projets d'infrastructure. Et puis Thales, par exemple. Il faut savoir que sur cette région, tout le contrôle aérien, depuis 30 ans, a été fait par les Français, par Thales. Non, il y a des marchés importants à prendre. Voilà. Et je ne parle pas des satellites, etc. Et l'automobile, rappelons que Renault est présent en Russie. Alors en Russie, avec, effectivement. Avtovaz. Oui. Et Peugeot. Et Peugeot également, bien sûr. Alors si on devait miser sur ces pays, pour ceux qui, bien sûr, nous regardent, vous conseilleriez quel pays? Parce que c'est vrai, vous l'avez dit, Azerbaïdjan, Turkménistan, Ouzbékistan pour les trois principaux. Je ne parle pas de la Russie. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des opportunités à saisir dans ces pays? Vous conseilleriez quoi, vous, le conseiller au commerce extérieur? Alors, ces pays, je vais revenir quand même sur la particularité, parce que vous avez raison de parler de pays plutôt que de zones, parce que le paradoxe, c'est que ces 5 républiques, pour parler de l'Asie centrale, étaient dans le même État, il n'y avait pas de frontières à l'époque, etc. L'indépendance, qui, d'ailleurs, je le rappelle, c'est pas l'indépendance, ils l'ont plutôt reçue que conquise. Et donc, eh bien, chacun devient indépendant. Et immédiatement, frontières, passeports, visa même, entre ces pays. Et la difficulté d'accès à ces pays, c'est que vous les prenez individuellement, ce ne sont pas des très grands marchés, en termes de biens de consommation en tout cas. Pour nous, c'est plus l'infrastructure, des industries souveraines, des équipements, etc. Et vous avez, pour une entreprise, qu'elle soit dans logistique ou dans n'importe quel secteur, contrairement à d'autres zones, vous ne pouvez pas vous dire, je m'installe dans une ville, dans une capitale, et je vais rayonner depuis là. La capitale, la plus grande ville d'Asie centrale, la plus connue, c'est Tachkent, capitale de l'Ouzbékistan, le pays le plus peuplé, avec 30 millions. Mais vous êtes à Tachkent, il vous faudra des visas pour aller dans les pays voisins. Et parfois même, si vous voulez aller à Ashgabat, au Turkménistan, eh bien, il y a 800 km, mais il n'y a pas de liaison aérienne. Donc vous allez passer, pour aller à Tachkent, vous allez passer par Moscou ou par Dubaï. Donc, et par ailleurs, tous ces pays sont très soucieux de leur indépendance, leur nouvelle indépendance, et donc vous ne pouvez pas donner l'impression que vous accordez à l'un
de la préférence parce que vous aurez mis votre siège régional dans ce pays. Donc chaque pays doit être effectivement traité comme s'il était un peu le centre du monde. Et il faut en même temps créer des JV, j'imagine. On ne peut pas être tout seul, 100% Oui, actionnaire. le partenariat est essentiel. Alors, on a ce sont des pays où l'État joue encore un rôle très important, hein, le plus ou moins selon les pays, mais le secteur privé se développe. Il y a eu un processus de privatisation, mais effectivement, le grand business est lié à l'État et le choix du partenaire, c'est essentiel, effectivement. Ouais. On a un potentiel avec ces pays-là pour la France, c'est-à-dire pour rééquilibrer sa balance extérieure. Est-ce qu'on pourrait... Oui, alors on est surtout importateur de ces pays de gaz et de pétrole, hein, puisque ce sont des grands produits, voilà, et d'uranium. Donc déjà, je sais qu'il y a de moins en moins de bon ton de parler de gaz et de pétrole, mais le Moyen-Orient est une poudrière et on sait que de grandes compagnies pétrolières, dans leur direction stratégie, ont déjà établi à terme. Donc nous, pour l'Europe, c'est un peu un rendez-vous manqué parce que l'Europe vous vous souvenez de Traseka, des voies d'exportation du gaz. Turkménistan, par exemple, 4e réserve mondiale de gaz. Et le pays, il est prêt à s'ouvrir, à venir sur l'Europe. Et donc, comme peut-être l'Europe a été très, très, très maladroite, enfin, je parle de l'Union européenne, parce qu'elle a joué ces pays contre la Russie, alors que finalement, on pouvait très bien avoir des relations avec la Russie et avoir des pays. Et finalement, rien n'est sorti. Aujourd'hui, vous n'avez pas de gaz turkmène. Donc on est toujours au point mort. On est toujours au point mort. On est pratiquement à la situation d'il y a 30 ans en ce qui concerne la sécurisation de nos approvisionnements gaz-pétrole. Et cette fameuse route de la soie, donc pour la supply chain, elle peut se dérouler comment? Par étapes, c'est ça? Il y aurait des points relais dans chaque pays? Oui, il y a des pays qui sont incontournables. C'est par exemple, pour des raisons géographiques, c'est le Kazakhstan. Et puis vous posez la question, quels sont les pays prioritaires? Bon, effectivement, Kazakhstan, c'est 80% de l'économie de toute cette zone Asie centrale. Donc effectivement, bon, la difficulté, c'est que c'est un pays qui est très grand, très peu peuplé, 18 millions d'habitants, hein, ça, je dis 6 fois la France, mais qui est entre la Russie et la Chine. Donc toutes les routes de la soie passent par le Kazakhstan. On voit à l'écran d'ailleurs la carte, ces fameuses routes dont vous parliez. Cette route aussi au nord, hein, qu'on n'en voit pas là, mais qui permet de passer par la mer, la route maritime, qui est récente puisque la fonte des glaces, l'environnement, le réchauffement climatique a libéré finalement les glaces et permet donc de gagner du temps, vous le disiez. Oui, alors pas toute l'année, hein, mais disons qu'elle est navigable sans brise-glace à peu près du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Ce qui n'était pas possible il y a 15 ans. Ce qui n'était pas possible. Elle était libérée des glaces à peu près, cette route, même pas 3 mois sur l'année. Voilà. Donc effectivement, il y a une accélération et puis donc ça diminue le coût puisque les brise-glaces ne sont pas nécessairement utilisées. Oui. Voilà. Justement, en termes de coûts, vous avez fait des comparatifs en tant que conseiller. Est-ce qu'il c'est mieux de passer par la route, par le chemin de fer, par la voie maritime, l'avion? Oui. Il y a quand même 4 possibilités aujourd'hui. Alors l'avion, les capacités sont relativement limitées. Hein. Alors, bien qu'il y ait des possibilités, par exemple, de refuelage pour des cargos, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez peu utilisé. Et à ma connaissance, il y a une seule société européenne qui l'ait fait, c'est une société qui s'appelle le Luxair, un cargo du Luxembourg, qui refuel au Turkménistan et qui a du kérosène pour beaucoup moins cher, donc sur les vols sur l'Asie. Bon, parmi les voies, évidemment, le maritime est toujours moins cher. Le maritime, aujourd'hui, en termes de coûts, le maritime via la voie du Nord ou par le canal de Suez, les coûts approchent, mais compte tenu de la nécessité d'avoir des brise-glaces, le Nord reste un peu plus cher. Et le ferroviaire reste plus cher, même si en Chine, vous avez des provinces qui subventionnent. Mais on arrive quand même à pratiquement 50% de plus pour le ferroviaire, mais avec, comme je l'ai dit, avec des délais beaucoup plus réduits, puisque vous avez 15 jours entre la Chine et l'Allemagne, hein, ou même Lyon maintenant aujourd'hui. Avec 2 frontières seulement. C'est quand même assez étonnant hein, quand on voit. Et alors, c'est vrai que la Chine quand même a essayé de prendre pied hein, sur la route ferroviaire. On a vu récemment d'ailleurs un train rempli de produits Décathlon qui était parti de Chine pour arriver dans le nord de la France. Ah oui, ben c'est ça. Donc c'est cette fameuse ligne en question. Hein. Alors, on se pose quand même la question sur la stabilité de ces pays. Pour l'instant, vous le dites, c'est stable, parce que quand même, à côté, il y a l'Afghanistan qui est quand même pas très rassurant. Oui, alors, heureusement, ces pays sont protégés par l'ancienne frontière soviétique qu'ils ont gardée à peu près tous et qui fonctionne. Mais c'est vrai que c'est une zone très, très sensible, hein, quand vous avez des voisins comme l'Afghanistan ou l'Iran, même si ce n'est pas le même type de risque. Mais ce sont des pays qui sont à la fois stables et dans lesquels vous êtes en sécurité. Ouais.
Je l'ai déjà dit, mais là, en termes de stabilité aussi, on avait à craindre une chose, c'est quand ces pays sont devenus indépendants, en général, c'est le chef du Parti communiste qui est devenu le président des républiques, de la République concernée. Et après, il se passe quoi? Donc on a effectivement un modèle de république, d'élection qui se met en place, mais qu'est-ce qui se passe quand le président devient âgé et décède? Ce qui s'est passé. Eh bien, jusqu'à présent, dans chacun des pays, les successions se sont bien faites, c'est-à-dire sans troubles sociaux, sans troubles économiques. Et donc, aujourd'hui, sur l'ensemble des pays, je crois pouvoir dire sur la totalité des pays, non sauf sur un, le Tadjikistan, on a des présidents qui ont une stabilité et une succession qui a été organisée. Et sur le plan justement des droits de douane, des taxes, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque un jour de voir ces taxes changer du jour au lendemain ou ces droits de douane? Déjà, on le voit entre les États-Unis et la Chine, ces menaces permanentes. Oui. Alors, bon, là, on a la Russie où les choses sont assez stabilisées, effectivement. Alors, c'est un cas à part. Hein. Mais bon, on a la Russie qui, elle, a réagi aux sanctions européennes par des contre-sanctions. Et donc, ces contre-sanctions passaient soit par l'interdiction d'importation, soit par des augmentations de droits de douane. Cela étant, on est dans un système de stabilité. On n'est pas sur un chantage, comme on a pu le voir aujourd'hui, où tout se négocie aux États-Unis avec les États-Unis. On est sur un système stable, mais très clairement est privilégié, c'est ce qu'ils appellent la localisation, enfin avec leurs propres termes. Et donc, il n'y a pas d'instabilité de ce point de vue-là, ce qui est important pour développer des projets. En ce qui concerne les pays d'Asie centrale, certains sont membres de l'OMC, d'autres vont y rentrer. Enfin, je ne sais pas ce que deviendra l'OMC d'ailleurs dans quelques mois. Mais on a des pays qui cherchent à être de plus en plus attractifs. Dans la totalité de ces pays, ou la quasi-totalité aujourd'hui, même ceux qui apparaissaient comme les plus fermés, on a une législation qui se met en place pour la création de zones franches, avec conditions particulières pour les investisseurs, etc. Donc on est vraiment engagé dans un processus, et ça serait complètement irresponsable, parce que ces gens-là raisonnent à long terme, d'imaginer un retour en arrière. Ouais. Comment perçoivent-ils l'Europe? Ils ont une bonne image aujourd'hui de ce bloc ouest? Alors, cette zone, par son rattachement à l'Empire russe, ensuite à l'Union soviétique, et connaît très bien la culture européenne parce qu'elle est imprégnée de culture européenne. Tous les gosses ont étudié Victor Hugo à l'école et ont les bases de la grande culture classique française. Et Napoléon aussi, j'imagine. Et Napoléon aussi. Et Napoléon aussi. Et donc il y a une assez bonne connaissance et un grand respect pour notre culture. En ce qui concerne l'Europe, Union européenne, il y a évidemment une déception, puisqu'il y a eu beaucoup de promesses, peu de réalisations. Bon, après, ils sont réalistes, hein, l'Union européenne existe, on discute avec Bruxelles, etc. Mais concrètement, ça n'apporte pas grand-chose. Et ce sont toujours des pays, quand même, qui s'inscrivent plutôt dans le bilatéralisme. Un président d'Asie centrale, il a envie de parler à son homologue français ou au Premier ministre allemand. Plutôt qu'à Bruxelles. Voilà. Mais dans cette Europe, il y a des pays de l'ancien bloc communiste. Il y a quand même la Bulgarie, il y a la Roumanie, il y a la Pologne. Ce sont quand même des pays qui travaillent déjà ensemble ou pas? Oui, ils travaillent ensemble, mais finalement, il y a eu, après la disparition de l'Union soviétique et du Comecon, finalement, l'Europe orientale a été attirée par l'Europe occidentale, et puis les liens ont plutôt été coupés. Vous savez, on a été, la France, l'Italie, l'Allemagne un peu moins, on a été très bons sur cette zone. Hein. On a quand même des parts de marché qui sont, alors que rien ne nous prédisposait. Hein. Qui ne demande qu'à être renforcé. Et c'est là votre rôle de conseiller économique. Alors, question peut-être un peu indiscrète, est-ce qu'Emmanuel Macron vous a consulté, puisque vous avez aidé la plupart des présidents de la République française jusque-là, sans révéler de secret? J'imagine que oui, il doit quand même vous voir, vous poser des questions. Alors, Emmanuel Macron n'est pas encore venu dans cette région. Il n'est pas encore venu. Il n'est pas encore venu. Alors, j'espère bien qu'il va venir bientôt, parce qu'on est vraiment, quand on parlait, vous vous souvenez quand Fabius avait parlé de la diplomatie économique, s'il y a un cas de figure, effectivement, où la diplomatie économique joue un rôle essentiel, c'est bien l'Asie centrale. Et nous avons, à part le Kazakhstan, où on a eu visite de président Hollande, de Sarkozy et de Hollande, dans les autres pays de l'Asie centrale, où on a quand même quelques milliards de contrats export sur ces pays, le dernier président de la République qui a fait le déplacement,
Le premier et le dernier, c'était François Mitterrand en 1994. Ah oui, même pas Jacques Chirac, je pensais Non, que... même pas Ah, Jacques, d'accord, même je pas pensais que vous Jacques, l'aviez Jacques Chirac, accompagné. qui avait eu un problème Ouais, de santé, qui avait annulé c'est une ça, tournée. ouais. Et donc, effectivement, depuis 1994, vous imaginez, dans ces pays nouvellement indépendants, le poids que ça a pu avoir et le tremplin pour nos entreprises et pour nos grands contrats. Mais ça commence à dater. Donc, effectivement, c'est très, très, très important. Les visites présidentielles sont très importantes. Et puis, j'espère bien que le président Il faut les Macron convaincre. ira avant pour les 2 ans qui lui restent jusqu'à l'achèvement de ce mandat. Et puis un autre pays qui est lui l'Azerbaïdjan, où le président de la République avait prévu d'y aller et a dû annuler à l'époque où il y avait un problème de remaniement ministériel. Et depuis, c'est l'Azerbaïdjan, c'était octobre 2018, et bien les contrats français sont en attente d'une visite présidentielle. Ah, donc il faut espérer que ça se fasse. Absolument. C'est vrai qu'on peut se poser aussi la question du suivi régulier. On a un peu l'impression qu'on a perdu le fil. C'est long de reprendre un contact, de renouer, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, le business. Il en faut des années de fidélité. Donc même si on s'y remet aujourd'hui, combien de temps faudra-t-il pour qu'on devienne le fil n'a jamais été rompu. Hein. C'est un problème d'intensité et de présence et la symbolique du voyage dans le pays, parce que ces présidents ont tous voyagé en France. Ils ont été très bien reçus, y compris par le gouvernement et par le président de la République. Là, ce qui manque maintenant et ce qui est décisif, ce sont les visites présidentielles sur place. Et puis, on a des ambassades, on a des entreprises qui sont sur place, des chambres de commerce également. Voilà. Ouais. Alors, dernière question, donc vos projets, vous retournez bientôt en Russie, c'est ça? Oui. Vous êtes aujourd'hui sur l'accompagnement de quel type de projet pour ceux qui nous regardent? Oui. Alors en Russie, disons, les principaux projets que je suis actuellement, bon, il y a toujours des projets qui sont liés au nucléaire. Je travaille depuis des dizaines d'années avec l'industrie française du nucléaire civil et l'industrie russe. Je pense que ça fait partie des secteurs qui ont le plus de perspectives de développement. Pour les autres types de projets, c'est notamment, alors là, c'est pas Moscou, c'est à Krasnoïarsk, qui est une région, c'est plusieurs fois la France, avec 1,5 million d'habitants. Et c'est la construction d'immeubles de bureaux et d'hôtels, hein, donc un projet immobilier avec investisseurs locaux, internationaux. Et c'est un projet qui est, à mon avis, emblématique de ce qui va se faire en Russie de plus en plus en région. Le problème, il faut y aller. Il y a 4 heures d'avion jusqu'à Moscou, mais après, il y en a 5 pour aller à Krasnoïarsk. Autre projet que je crois beaucoup en termes de logistique à tout ce qui va concerner les ports. J'ai parlé du port de Mourmansk, mais il y a aussi un projet qui est un peu moins avancé et qui est à Sakhalin, donc en Extrême-Orient, face au Japon, et qui peut être aussi encouragé par les autorités locales, et qui là aussi peut être un beau projet d'avenir. Quels sont les espoirs justement de rééquilibrer cette balance commerciale? Par rapport même à la Chine, on dit toujours qu'on importe trop de Chine, donc on a un déficit très important. Quel serait le bon curseur, j'allais dire, pour avoir un rééquilibrage? Ne pas être trop Chine et un peu plus sur les pays dits la zone Est. Je pense que les Chinois qui sont intelligents et vivent le long terme ont bien compris de toute façon que le modèle qui s'était imposé jusqu'à récemment n'est pas viable à terme. Et je pense que là, il y a certainement un mixte à trouver entre effectivement des coproductions qui soient, bien sûr, il faut qu'on défende notre industrie et notre emploi en France, mais également on peut avoir intérêt à coproduire, et pourquoi pas dans certains secteurs avec les Chinois, parce que je pense que sur certaines technologies, ils gardent une avance en termes opérationnels, industriels, et l'Asie centrale peut être très bien, justement, un de ces pays où on a des coopérations. Oui. Mais en même temps, les Russes investissent peu en France. Ils ne sont pas encore très présents sur. Oui, alors les Russes investissent peu, c'est pas simple. Par rapport aux Chinois. Mais pour un Russe d'investir en France, un Russe qui arrive, un homme d'affaires, il est quasiment en terrain hostile, parce qu'aucune banque ne veut lui ouvrir de compte. À ce point-là. Pourtant, à part, alors les Russes ont investi dans l'immobilier à une certaine époque, mais aujourd'hui, c'est très très difficile de développer des projets industriels ou des projets de rachat. À cause de quoi d'ailleurs? Parce qu'il y a eu la crise. Mais parce que principalement le problème, il est de la surconformité des banques qui craignent effectivement, dans le cadre des sanctions européennes. Et puis on a des banques qui sont complètement tétanisées par l'extraterritorialité du droit américain et qui, dès qu'on a un client russe, etc., sont très très frileuses. Donc le problème est là finalement. Le problème est là. Donc il faut mais je pense, alors bon, les Russes ont quand même investi, puisqu'on ne peut pas parler de logistique sans rappeler quand même le rachat de Jeffco
en France par les chemins de fer russes. C'était quand même un achat de, c'est un bon de exemple. 800 millions, et ce qui prouve bien effectivement la complémentarité à faire, parce que c'était GEFCO, c'est un très très gros maillon effectivement qui s'intègre très bien dans une chaîne qui, notamment ferroviaire, qui va jusqu'en Chine. Qui appartenait à Peugeot, si je ne me trompe. C'était Peugeot, oui. C'est ça. Ouais. Gilles Rémy, on reste ensemble puisque nous allons maintenant avoir les questions. Donc Brice Giraud va être le relais. Donc, et merci infiniment pour ces explications très, très passionnantes. Bonjour à tous. Première question. Il existe de nombreuses organisations internationales qui regroupent certains de ces pays, mais aucune qui ne réunisse les 5 pays, donc Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan. Mais pour la première fois en novembre dernier, les 5 chefs d'État se sont réunis lors d'un sommet. C'était une première. Peut-on espérer une réelle coopération qui est peut-être que ces 5 pays puissent être réunis dans une seule et même organisation et qui permettrait aussi d'accélérer et faciliter les échanges et investissements économiques étrangers? Oui, c'est très juste. C'était le paradoxe, comme je disais, cette région. Ils peuvent appartenir à des alliances, que ce soit qui intègrent la Chine en termes de sécurité avec la Russie ou pas, ou des unions douanières. Mais il n'y avait jusqu'à présent, jusqu'à cette réunion récente des 5 chefs d'État de la région, aucune instance de concertation et de structuration d'une relation régionale. C'est essentiel. Je pense qu'ils l'ont compris. C'est-à-dire qu'en 30 ans, le nationalisme va devenir un petit peu moins sourcilleux. Ils ont plus rien à démontrer. Ils ont été capables chacun d'avoir leur voie de développement qui se sont donnés. Et c'est très important. C'est très important parce qu'il y a des problèmes communs. Il y a les problèmes de la gestion des ressources de l'eau, les questions des gazoducs, des pipes. Et il y a chacun a vraiment intérêt à une vraie coopération régionale qui était une anomalie, complètement. L'absence de coopération régionale était une anomalie. Une question un peu délicate, mais forcément qui peut être posée, c'est celle du niveau de corruption qui fait parfois un petit peu peur dans ce type de pays. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, alors c'est comme dans cette région, au sens très, 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 très large, effectivement, la corruption est une réalité. Vous avez très, très régulièrement, quels que soient les États, des vagues d'anticorruption qui écartent des ministres, des entreprises, etc. Pour le reste, je dirais que dans ces pays, quand vous êtes étranger, vous êtes relativement épargné de toutes ces demandes, ces tentations, ou ces sollicitations plutôt, parce qu'on ne se comporte pas avec une société étrangère comme on pourrait se comporter avec une société locale. Enfin, je parle des corrupteurs locaux. Donc je pense que nous sommes relativement bien protégés. Oui. Est-ce que vous avez un peu une idée de l'activité supply chain dans ces pays? Est-ce qu'il y a déjà des entreprises françaises qui travaillent avec eux? Est-ce que c'est quelque chose qui est en croissance ces dernières années? Alors, Asie centrale, supply chain, il n'y a pas d'implication de présence française marquée, sinon des logisticiens qui interviennent, du type Bolloré Logistique, mais qui n'ont pas leurs propres entrepôts, leur propre système. Et donc, ils interviennent d'une manière, je dirais, jusqu'à présent, tout à fait en fonction de demandes précises qui pourraient être faites, puisqu'il y a j'ai parlé de Bouygues, j'ai parlé de Vinci, j'ai parlé de Thales, j'ai parlé de Total. Ces entreprises ont du besoin. Donc, en fait, on peut dire qu'elles accompagnent ces grandes entreprises françaises sur le terrain, plus qu'elles n'ont une activité en propre dans cette zone. La différence, en Russie, la situation est très, très, très différente, puisque vous avez, je ne sais pas comment on se place par rapport aux concurrents, mais on est très, très bien placé, avec des entreprises d'ailleurs. Je crois que c'est FM Logistique, qui est un des très, très grands de la logistique en Russie, qui doit avoir pas loin d'1 million de mètres carrés d'entrepôts aujourd'hui, qui a été un des pionniers. Ils sont en Russie, je pense, depuis 1994, de très très belles références. Et puis vous avez aussi cette particularité en Russie, c'est la présence du groupe Auchan, au sens large, et Decathlon notamment, et que je rappelle quand même que sur la Russie, le premier employeur étranger, ce sont les Français.
Et donc, Auchan a été une très très grande réussite. Et puis toute la Castorama, enfin, c'est une marque je ne pense pas me tromper, de bricolage qui dépend du groupe, et Decathlon. Et Decathlon, par exemple, ça vient d'être annoncé assez récemment, va construire très rapidement 140 000 mètres carrés nouveaux de nouveaux entrepôts sur Moscou, avec le top de la digitalisation, etc. Donc on a déjà sur ces pays effectivement une présence. Seulement, le défi il est énorme parce qu'on parle de Moscou. En gros, la logistique, c'est 80% en Moscou. Alors, vous connaissez le déséquilibre de la Russie, hein, c'est 10 000 kilomètres d'ouest en est, et puis en même temps, les deux tiers de la partie, c'est asiatique, c'est en Asie, mais les 2 tiers de la population vivent dans la partie européenne, et puis Moscou, avec une centralisation, enfin on connaît bien en France, Moscou, c'est 80% de tout ce qui est, c'est le grand hub. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Vous avez 15 villes, ce qu'on appelle millionnaires en Russie, ville de plus d'1 million d'habitants. On a des régions qui deviennent très prospères. Et donc, le défi de la logistique, de la supply chain en Russie, c'est ce qui va se passer en région, en province. Et là, effectivement, c'est là que vont se faire les grands investissements, probablement dans l'aérien avec un hub qui sera, je parlais de Krasnoyarsk, qui sera en tout cas qui sera le hub de l'aéroflotte entre l'Asie et l'Europe, et puis les ports. Et donc, la difficulté aussi, c'est l'immensité du territoire, et donc la supply chain est une question prioritaire. Est-ce que ces 5 pays sont aujourd'hui des nouveaux, se développent-ils en termes de sites de production pour des produits chinois ou russes? Alors, quand vous êtes sur ces pays, vous n'êtes pratiquement pas en concurrence avec les Russes. Les Russes ont fait une erreur dans les années 90, c'est qu'ils ne regardaient que vers l'Occident et vers l'Europe. Ils se sont dit beaucoup plus tard qu'ils faisaient une erreur stratégique que de ne pas plus coopérer avec cette zone. Bon. Mais vous n'êtes pas vraiment en concurrence avec les industries russes. Je dirais que, là je parle des grands contrats et de l'industrie, etc., on n'est pas vraiment non plus en concurrence avec les Chinois. J'exclus bien sûr les biens de consommation, hein, je n'en parle même pas. On n'est pas en concurrence avec eux parce que les Chinois ne peuvent être compétitifs qu'à partir du moment où ils y mettent leur main-d'œuvre. Et dans ces pays, on ne veut pas d'ouvriers étrangers. Et donc, les Chinois, à part exception dans le pétrole, mais ça parce qu'ils sont acheteurs, dans le gaz, pardon, au Turkménistan, vous ne voyez pas d'entreprise construite par les Chinois. Ce n'est pas l'Algérie, hein, où les garçons tiennent les murs et les Chinois construisent la mosquée. C'est un schéma complètement différent. Une dernière question des téléspectateurs. Si une industrie, une entreprise veut investir dans ces nouvelles routes de la soie, quelle démarche doit-elle faire très concrète, selon vous? Eh bien, dans la prochaine période, tout dépend. On est toujours obligé de se spécialiser. Tout dépend de ce que la société vise comme type de marchandises, comme type de courant. C'est pas la même chose si vous êtes sur du vrac en commodities ou si vous êtes effectivement sur de la high-tech, etc. Donc en fait, il n'y a pas une solution. C'est que je pense que chacune de ces routes aura un avantage compétitif particulier. Et je pense aussi qu'il n'y aura pas de grand généraliste qui va pouvoir être au cœur de ces échanges. Ça sera effectivement, pas une stratégie de niche, parce que je pense que l'enjeu est considérable, mais une stratégie de spécialisation. Est-ce que justement, ça n'est pas l'avenir de l'Europe de s'intéresser de près à toute cette zone Est, puisqu'on sait que la Chine va perdre peut-être avec le temps son influence sur le commerce international? Est-ce que ça n'est pas le moment aujourd'hui de miser sur ces pays? Moi, je pense qu'on est en terrain qui est tout sauf hostile. Ces pays sont demandeurs. Ouais. Ils sont demandeurs d'Europe, mais ils sont demandeurs de France. Hein. On a une carte française qui est très belle, qui est à jouer. Je pense que nous avons, pour les raisons historiques que je vous ai données, nous avons la possibilité, on voit les incertitudes sur l'Afrique, on voit les incertitudes sur le Moyen-Orient, on a une zone stable, riche, stratégiquement intéressante pour nous, qui est au carrefour de l'Asie, de l'Europe. La France, ça fait 30 ans que la question se pose en ces termes, la France pourrait être le pays occidental de référence dans ces pays. Ce n'est qu'une question de volonté politique.
Ce serait mal perçu, vous pensez que... Par qui? Bah, voilà, non, mais je veux dire, c'est peut-être l'opinion qui a mal saisi... En France? Oui, peut-être. Non, je pense que c'est un... Parce que je pense que les dirigeants politiques... bah, ils sont absorbés par plein de choses, plein de priorités. Et puis on a là aussi c'est une impulsion au plus haut niveau de l'État qui est nécessaire. Ouais. C'est une vision qu'il nous faut. Sur la Russie, on peut considérer, enfin on peut espérer que le changement de cap du président de la République, hein, son discours aux ambassadeurs l'année dernière en ce qui concerne la Russie, se mettra en œuvre. Mais pour l'instant, ces pays sont un peu au radar. Et nous, on a aussi une difficulté, c'est que, enfin, une difficulté, j'imagine, c'est un peu pareil en Italie ou en Allemagne, c'est que les spécialistes de cette zone, il n'y en a pas vraiment. Les universitaires sont spécialistes du monde russe, de l'URSS et de la Russie. Mais des gens qui vont vous parler avec l'expertise nécessaire de ces pays, de leur enjeu, il n'y en a pas. Oui, puis en même temps, il faut parler la langue, peut-être, pour être Alors, il faut parler la langue. On a l'avantage aussi, c'est que la langue du business, c'est le russe. Donc, il faut parler russe. Donc, on n'est pas obligé de parler turc. Et après avoir parlé l'anglais, peut-être le chinois, maintenant il faut se mettre peut-être au russe. Alors c'est peut-être la langue en tout cas, le russe est une langue très utile pour faire des affaires dans ces pays, oui. Parce que la génération qui arrive est souvent passée par des business schools, pratique l'anglais, mais ceux qui sont encore pour l'instant au pouvoir, qui tiennent les manettes, eux, c'est le russe qui parle. Et votre entreprise a fait des études justement sur le coût de la main-d'œuvre, sur la productivité, sur la compétitivité. Est-ce que c'est vrai que la Russie et ces pays de l'Est sont quand même assez secrets sur leur coût réel? Oui, alors j'ai pas fait d'études particulières, mais on sait bien que ce ne sont pas des pays qui seront compétitifs en termes de coûts. Par rapport à la Chine? Par rapport à la Chine qui devient un pays très cher d'ailleurs, oui, de plus en plus cher. En revanche, l'avantage compétitif, c'est le haut niveau de formation, de culture générale et de formation. Et vous avez ça, y compris dans des techniques de pointe. Et ça, effectivement, on a une main-d'œuvre. Alors, qui sera... C'est vrai pour la Russie, des gens très qualifiés ne seront pas forcément moins chers qu'en France. Hein. D'ailleurs, il y a de moins en moins d'expatriés. Sur l'Asie centrale, il n'y a pas de pénurie de personnel, qualifié, je veux dire. Et donc, on n'ira pas chercher cet avantage compétitif là-bas. Mais en revanche, on va trouver l'avantage à faire travailler des gens qualifiés. Oui. Et donc avec un temps de travail plus long, un risque de grève temps de travail plus faible, plus long, un climat social plus apaisé. Oui. Disons ça comme ça. Bon, il y a eu quand même des grèves dans le secteur pétrolier, dans certains, mais il n'y a pas la culture de la grève. Il n'y a pas de risque d'embargo ou de blocage aux frontières. Il n'y a pas de risque d'embargo. C'est plus simple que travailler avec ces pays d'un point de vue bancaire et juridique qu'avec la Russie aujourd'hui. Il faut juste vérifier, comme il y a des échanges avec l'Iran, il faut vérifier effectivement, les Américains étant très peuvent à tout moment essayer d'utiliser toute faille dans le système. Dernière question, les zones commerciales aujourd'hui qui peuvent être exploitées, celles qui sont les plus intéressantes pour ceux qui nous regardent, elles sont à la frontière de l'Europe et de la Russie ou au-delà? Zone commerciale en termes de marché. Pour s'implanter, pour créer des bâtiments, de la logistique. Je pense qu'en ce qui concerne le marché russe, mais qui adresse également une bonne partie de l'union douanière qui intègre également le Kazakhstan. J'invite toutes les entreprises qui sont dans ces secteurs-là de regarder avec beaucoup d'attention la Biélorussie. La Biélorussie, Minsk, c'est 2000 km d'ici, l'autoroute est impeccable pour y aller. Là, vous avez de la ressource humaine très qualifiée, moins chère qu'en Russie, et vous avez accès en termes de droits de douane et de logistique à tout le marché russe et au marché kazakh. Et vous êtes beaucoup plus proche de vos bases que vous ne pouvez l'être à Moscou. Et donc ça, c'est un moyen qui est pour l'instant, qui n'est pas vraiment utilisé, mais à mon avis, qui est un moyen d'avenir. C'est plus simple de piloter, effectivement, c'est le premier pas, la première implantation dans de ce vaste continent, et la Biélorussie a vraiment beaucoup d'avantages. Oui. Gilles Rémy, le grand spécialiste de la zone Est, nous parlait des routes de la soie. Bien sûr, cette interview et ces questions, vous les retrouverez sur notre site en replay. Merci pour votre attention. On continue dans un instant avec un gros focus sur la Chine, les routes de la soie maintenant vues du côté de la Chine avec un autre spécialiste très intéressant, Jean-Claude Ortega. À tout de suite.